Merci pour votre accueil. Bon, il m'a donc été demandé de me présenter rapidement. J'ai peut-être, dans le contexte de cet après-midi, deux raisons d'être là. D'une part, en tant que spécialiste du tourisme, puisque j'ai soutenu en 1978 ma thèse de doctorat d'État sur les stations intégrées de sport d'hiver, et depuis, je n'ai cessé de m'intéresser aux questions de tourisme. Et en particulier, lorsque je suis passé de directeur de recherche professeur à Paris 7, j'ai créé une jeune équipe, une nouvelle équipe de recherche, l'équipe MIT, Mobilité Itinéraire Tourisme, qui a été la première équipe en France entièrement dédiée au tourisme à être créée et à fonctionner pendant 15 ans. Et puis deuxième raison, puisque nous avons ici une séance qui est aussi en rapport avec, qui est directement en rapport avec le programme des concours, ça me rappelle que là aussi, ça ne date pas d'hier, vers 2000, étant nommé président du jury d'agrégation de géographie, j'ai été en charge de réformer le concours et donc je suis l'auteur du concours tel que vous serez amené à le passer, j'espère, dans les meilleures conditions. Voilà pour la présentation. Alors, quant au thème de mon intervention, il est en partie lié aux questions de concours, mais à partir d'une problématique plus générale qui est celle de ma réflexion récente sur le tourisme de masse, sur le surtourisme, et j'en arriverai à la question du littoral français par un parcours, vous allez voir, un petit peu contourné, d'autant plus que, pour commencer, je pars de ce qui ne ressemble pas du tout à un littoral, mais du sommet de la Terre. Cette photographie qui a été diffusée en mai 2019 et qui a beaucoup surpris cette file ininterrompue d'alpinistes pour gravir le sommet de la Terre. Et c'est ce que l'une des autrices qui a travaillé sur cette question a résumé en disant l'escalade réduite au tourisme, ce qui n'est pas flatteur pour le tourisme, ni pour l'escalade d'ailleurs. Et voilà, ce qui montre ce que je voulais montrer au début, c'est-à-dire que vous savez que les Grecs appelaient écoumène la partie habitée de la Terre. L'écoumène touristique, il est bien plus large que l'écoumène proprement parlé, puisque les touristes maintenant sont partout, depuis le sommet de la Terre avec l'Himalaya. Soit dit en passant, ici, on voit sur le camp de base qui est juste en dessous de l'ascension finale, la conséquence avec l'abandon de toute une série de détritus de cette affluence au sommet de la Terre, et puis jusqu'à l'Antarctique, avec cette image qui m'avait beaucoup alerté pendant un confinement où une société de location d'avions s'était vantée d'avoir fait atterrir pour la première fois un Airbus commercial, un A340, sur le continent antarctique, et ce qui s'est traduit dès le rétablissement des flux touristiques pendant l'été austral 2022-2023 par une relation régulière entre le Cap et le continent antarctique. On a là un Airbus A340 qui ne fonctionne qu'en classe affaires, parce qu'il ne peut pas transporter plus de 35 ou 40 passagers dans la mesure où il n'y a pas encore de dépôt de carburant dans l'Antarctique. Mais par conséquent, il faut que l'avion parte avec de quoi refaire le retour en carburant. Et soit pour les touristes en question, ils restent 3 heures sur le continent antarctique, soit ils peuvent y séjourner 1 jour, 2 jours, 3 jours pour prendre une navette suivante, puisqu'on a commencé aussi à construire les premiers habitats touristiques sur le continent antarctique. Voilà comment le système touristique mondialisé a investi maintenant à peu près l'ensemble de la planète. Alors, dans un premier point, je vais parler des enjeux du tourisme dans un monde plein, parce que c'est ça qui caractérise à la fois notre monde et le tourisme qui fonctionne dans le monde en question. Alors, le départ, la remarque de base, elle est fondamentale, c'est la démographie. Si je la rapporte à ma propre existence, eh bien, je suis né à un moment sur Terre où il y avait à peu près 2 milliards d'habitants. Quand je faisais mes études, il y en avait 3. Et voilà, maintenant, il y en a un peu plus de 8. Et ce n'est pas tout à fait terminé, puisqu'on sait que la population mondiale va culminer un peu plus de 10 milliards d'habitants avant de connaître ensuite une décrue. Ça, c'est donc la donnée de base. En ce qui concerne les flux touristiques, eh bien, si on y ajoute la démographie plus l'élévation moyenne du niveau de vie, en particulier dans les pays en développement, et je pense aux classes moyennes
de plus en plus nombreuses en Chine, en Inde, en Indonésie, au Brésil, etc., eh bien, cela se traduit par, évidemment, une augmentation très rapide des flux du tourisme international. Alors là, ce sont les statistiques jusqu'en 2019, puisqu'ensuite, il y a eu la coupure brutale du Covid et qu'on n'a pas encore tout à fait retrouvé. On est sur le point de retrouver les nombres de 2019 en 2023, mais les projections montrent que ça va repartir à la hausse. Et encore, le tourisme international, ici, ce que collationne l'Organisation mondiale du tourisme, ce sont les arrivées internationales, et qu'il ne faut pas confondre avec le nombre des touristes internationaux, parce qu'un même touriste peut arriver plusieurs fois au cours d'un même voyage. Et donc, les arrivées internationales, c'est un peu plus élevé que le nombre des touristes, mais surtout, le point à considérer, c'est que le tourisme international n'est qu'une petite partie du tourisme à l'échelle mondiale, puisque l'essentiel des flux touristiques se déroule à l'intérieur des frontières nationales. Donc il n'y a qu'une petite partie des touristes qui sortent des frontières. Pour un pays à haut niveau de vie comme la France, c'est à peu près 20% des Français qui sortent des frontières pendant leurs vacances régulièrement. Donc ceci pour fixer à peu près les ordres de grandeur lorsqu'on parle de tourisme. Et nous sommes bien, depuis d'ailleurs assez longtemps, dans une période de tourisme de masse, c'est-à-dire où les touristes sont suffisamment nombreux pour remplir, voire saturer un certain nombre de lieux. Alors, je ne prends qu'un seul exemple pour montrer que les grands nombres dans le tourisme ne datent pas d'hier. Les expositions internationales de la fin du XIXe siècle à Londres puis à Paris ont montré des flux très importants. Si on prend l'exposition de 1900, il y a eu près de 51 millions de visiteurs. Alors évidemment, dans ces visiteurs, il n'y a pas que des touristes, il y a beaucoup de Parisiens, mais néanmoins, ce sont là des flux qui étaient déjà considérables. Et je rappelle, dans une population qui, à l'époque, en 1900, en France, il y avait 41 millions d'habitants. Donc on avait déjà des flux considérables qui étaient liés à des facilités de transport, en particulier évidemment le train, j'y reviendrai aussi en parlant de tourisme. Donc le contexte dans lequel nous sommes, c'est à nouveau après la coupure brutale liée au Covid, eh bien c'est que les flux sont repartis, en particulier les flux aériens. Là, on a ici, bon, c'est juste pour mémoire, les projections des avionneurs, d'Airbus ou de Boeing, qui montrent les carnets de commandes sont pleins et qui montrent que les flux vont repartir de plus belle avec une augmentation. Et ceci est évidemment en complète contradiction avec ce qu'il faudrait faire compte tenu des problèmes de réchauffement climatique et de transition climatique. Alors donc, du monde, il y en a partout. Donc là, je vais aller très vite parce que c'est juste pour rappeler que les fortes densités maintenant sont le lot du monde dans lequel nous vivons. Des métropoles comme Oslo, où se mélangent touristes et habitants du coin. Évidemment, les grands musées, là, le Louvre et la Joconde, ce qui fait que, d'ailleurs, ce qui est assez pratique quand on arrive à rentrer dans le Louvre, si on ne va pas voir la Joconde, les autres salles sont en général assez désertes. Et puis, dans les hauts lieux touristiques, il y a des lieux qui sont encore plus davantage fréquentés. Il y en a un qui est très remarquable, qui est à Rome, qui est une ville qui accueille à peu près 10 millions de touristes étrangers par an. Il y a la fontaine de Trévi, qui a été rendue célébrissime par une scène culte de la Dolce Vita de Fellini en 1960, à l'époque où d'ailleurs la fontaine elle-même, qui est du XVIIIe siècle, n'avait pas encore été restaurée. Et c'est une scène, alors bon, c'est du cinéma évidemment, mais c'est une scène aujourd'hui hautement improbable parce que quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, quand on regarde la webcam qui rend compte de l'activité à la fontaine de Trévi, on s'aperçoit qu'il y a du monde tout le temps, à toutes les heures. C'est frappant, même en hiver, un 14 janvier à 20h, c'est plein. C'est juste un exemple, le 15 janvier à 7h45, il y a déjà pas mal de monde et il y a déjà, on le voit dans un carton à droite, des Japonais qui se font en robe de mariée photographier. C'est une des figures incontournables dans les villes européennes que ces scènes de mariage dont on fait des photographies dans les lieux les plus romantiques du monde, ça va de soi. Alors, du monde, il y en a le Machu Picchu. Alors, j'ai choisi de ne pas vous montrer le Machu Picchu lui-même, mais la base arrière du Machu Picchu, qui est cette agglomération improbable construite de briques et de broc qui est Aguascalientes. Et là, vous avez la queue.
la file des gens qui attendent pour prendre les bus pour monter au Machu Picchu, qui est le principal lieu touristique du pays et qui maintenant a été amené à contingenter, enfin depuis déjà pas mal d'années finalement, le nombre des visiteurs par jour. En gros, c'est entre 4 et 5 000 visiteurs maximum par jour. Alors, le Mont-Saint-Michel est un des exemples récurrents aussi dans les médias du fait qu'il y a des jours où il y a une véritable saturation. Et le record, effectivement, a été atteint le 18 août 2022 avec plus de 36 000 personnes qui se sont aventurées donc à visiter le Mont Saint-Michel. Mais j'y reviendrai tout à l'heure quand je présenterai un exemple d'aménagement pour une meilleure régulation des flux. Enfin, en tout cas, c'est le site le plus visité de France en dehors de Paris, avec près de 2,5 millions de visiteurs et avec une réputation désormais quasi mondiale, enfin très internationale, et pour un lieu donc qui attire depuis très longtemps. D'ailleurs, il a été créé lui-même déjà pour attirer. Donc il a été créé pour ça, mais certainement pas avec les flux qu'on observe en pointe à l'heure actuelle. Cela dit, la gestion de ce lieu est une gestion problématique parce que le Mont Saint-Michel, c'est à la fois la merveille de l'Occident, cette construction gothique absolument étonnante sur le mont, qui est gérée par le Centre des Monuments Nationaux, mais c'est aussi une commune. C'est une des probablement la plus petite commune de France avec 20 habitants au recensement de 2020. Il y a 20 habitants, il y en a je crois 17 qui habitent sur le mont lui-même, dont 13 religieux. Et donc le Mont Saint-Michel, c'est à la fois un lieu patrimonial très important et puis une machine à cash, puisque au Mont Saint-Michel, on a deux familles qui se partagent l'exploitation touristique du Mont Saint-Michel, c'est-à-dire les restaurants, les hôtels, les magasins de souvenirs, et deux familles qui se partagent aussi tour à tour la mairie, selon les élections. Et ce qui était intéressant, ce que j'avais remarqué dans un livre publié il y a quelques années avant le réaménagement du Mont Saint-Michel, c'était une déclaration du maire qui était évidemment opposé au fait de voir à reculer le parking, à éloigner les visiteurs de la visite du Mont Saint-Michel, en expliquant qu'il ne comprenait pas que l'on puisse éloigner le parking dans un supermarché. Donc pour lui, le Mont Saint-Michel, c'était un supermarché, enfin il avait au moins le mérite de parler franc. Alors, pour accueillir tous ces grands nombres, eh bien, il faut des lieux. Et alors c'est vrai aussi bien pour la montagne que pour le littoral. Alors avant d'en venir à la France, je fais un détour par l'Espagne. Benidorm en 1960, voilà ce que ça donnait, c'est-à-dire ce sont deux immenses plages, la deuxième on ne la voit que partiellement sur cette image, séparées par un éperon rocheux sur lequel depuis le Moyen-Âge il y avait un village de pêcheurs. Et à partir de 1950, surtout, il y a eu un développement touristique notable avec les premiers immeubles qui ont été construits, mais on voit qu'en arrière de la grande plage, c'est encore un paysage de vergers. Et 20 ans ou 30 ans plus tard, Benidorm, c'est ça. C'est-à-dire l'urbanisation a rempli complètement la partie de plaine entre deux séries de montagnes et que l'urbanisation a été une urbanisation sous forme verticale, ce qui a valu au lieu le surnom de Beni-York, et avec une capacité d'accueil qui est de l'ordre de 84-85 000 lits touristiques, ce qui faisait qu'il y a déjà 20 ans, Benidorm avait autant de nuitées que l'ensemble de la Tunisie. Voilà, ça ce sont les lieux liés à la croissance du tourisme à partir de l'après-guerre. Et donc, pour accueillir ces grands nombres, il faut des lieux en conséquence avec de grandes capacités d'accueil. Ça vaut aussi pour la montagne. Alors, vous verrez que je parlerai assez souvent au début de la parenté entre la montagne et la mer, parce que ce sont les mêmes processus. C'est exactement le même processus et c'est au même moment. Alors là, je repars d'un peu plus loin, puisqu'on a une gravure de vers 1780 qui montre la vallée de Chamonix et le Mont Blanc, avec finalement des formes qui ne sont pas, et des contrastes qui ne sont pas tellement exagérés. À l'époque romantique, il y a eu des représentations encore plus exagérées des différences d'altitude et de pente, mais ce qu'on voit surtout, c'est que
la vallée est vide. Petite bourgade à Chamonix même qu'on entrevoit à peine, mais la vallée était vide, et aujourd'hui, Chamonix, c'est plein. Là aussi, c'est-à-dire qu'on a construit partout, et il ne reste plus de réserve foncière à Chamonix. Il n'y a plus que le golfe des Pras. Les tennis des hôtels ont disparu les uns après les autres parce que le prix du terrain était trop élevé. Et il reste donc le golfe des Pras et les cônes d'avalanche au pied des couloirs d'avalanche. Voilà, c'est tout. Et où on a à peu près la sagesse de ne pas construire jusqu'à présent. Et ce qui est intéressant, puisque j'ai choisi Benidorm et Chamonix, c'est de montrer que c'est à peu près la même capacité d'accueil. Dans la vallée de Chamonix, on a à peu près le même nombre de lits qu'à Benidorm. C'est autour de 84-85 000 lits. C'est le même ordre de grandeur avec un paysage différent. Alors, dans ce contexte-là, où il y a beaucoup de monde partout, où il y a des urbanisations importantes pour accueillir les touristes, ce qui m'intéresse aussi, c'est de remarquer que le marketing touristique continue de nous vendre du plein, puisque c'est ça qui attend les touristes, avec du vide, y compris à Venise. C'est hautement improbable de pouvoir voir Venise avec aussi peu de monde devant le Palais des Doges, mais l'organisme qui commercialise Venise n'hésite pas encore à montrer une photographie de ce type. Si on regarde sur le littoral français dans un couloir du métro, là aussi on vous montre une plage telle que le gros des touristes ne la connaîtront jamais, évidemment. Donc il y a toujours cet écart entre la réalité de ce que vont vivre les gens et ce qu'on leur vend, ce qu'on nous vend, et en plus, ce qu'il faut voir pour bien comprendre le système touristique à l'heure actuelle, c'est qu'on fait de l'argent avec tout, y compris avec les queues, les engorgements, puisque non seulement on nous vend les tickets d'entrée pour entrer dans les lieux, mais maintenant on nous vend en plus un autre service qui consiste à court-circuiter la file principale. Donc ce sont des coupe-files, alors ça vaut aussi bien pour le Vatican que pour les domaines skiables, puisque dans les domaines skiables, depuis 2 ans maintenant, on a pris l'habitude de vous vendre des forfaits encore plus chers, en permettant d'emprunter la file des écoles de ski. Voilà, c'est comme ça que notre système fonctionne et s'adapte au grand nombre. Alors, dans ce contexte-là, ce qu'il faut rappeler, c'est que la déploration des grands nombres, et éventuellement du c'était mieux avant, elle est vieille comme le tourisme. C'est-à-dire que déjà, les premiers touristes étaient gênés par les autres, tout en ignorant, en faisant semblant d'ignorer que si les autres n'avaient pas été là, ils n'auraient pas été là non plus. Puisque dès qu'on est touriste, on s'inscrit dans un circuit de possibilités, de modes d'acheminement, de savoir que ça existe, etc. Et donc, j'aime beaucoup ce texte de Victor Hugo. Je n'ai qu'une peur, c'est qu'il ne... Pour Biarritz, en 1843, je n'ai qu'une peur, c'est qu'il ne devienne à la mode. Déjà, on y vient de Madrid, bientôt on y viendra de Paris. Alors Biarritz, ce village si agreste, si rustique et si honnête, encore sera pris du mauvais appétit de l'argent, sacra fames. Biarritz mettra des peupliers sur ses mornes, des rampes à ses dunes, enfin, etc., etc. Biarritz deviendra pudique et rapace. Il y avait là une très bonne vision de ce qu'attendait Biarritz, effectivement, mais en même temps, s'il avait cette vision-là, c'est parce que ça avait déjà commencé. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des escaliers à ses précipices, il y avait déjà des kiosques à ses rochers et des bancs à ses grottes, déjà en 1843. Et donc, il y avait la nostalgie de ce qui allait arriver, qu'il éprouvait, et que toutes les générations ont régulièrement éprouvé les unes après les autres, ce qui ne les a pas empêchés d'aller, de retourner à Biarritz. Alors, la critique des grandes villes est liée intrinsèquement à cette critique du tourisme avec trop de monde. Et là, je ne résiste pas au plaisir de vous citer un texte tout en ne citant pas son auteur pour ne pas lui nuire. On reste médusé devant le paradoxe. C'est un manuel de l'enseignement supérieur, publié chez Collin, de géographie. On reste médusé devant le paradoxe de ces millions de touristes qui fuient leur ville parce qu'elle est surpeuplée, embouteillée, bruyante, polluée, et qui viennent chercher dans telle ou telle station leurs 2 semaines, parfois au moins aussi surpeuplées, embouteillées, bruyantes et polluées. La seule différence étant qu'il faut payer, et généralement fort cher, pour ce privilège. On va sur la côte pour changer d'air, on y reconstitue la ville avec ses immeubles, ses autoroutes, ses foules, ses stress. Donc voilà un géographe qui n'a strictement rien compris à ce qui se passait autour de lui, ni dans la ville, ni dans les phénomènes touristiques, puisque s'il connaissait les phénomènes touristiques, il aurait su que l'essentiel des pratiques touristiques consiste effectivement à aller dans des lieux où il y a beaucoup de monde.
Je vous ai montré tout à l'heure Benidorm, c'est là que va le gros de la troupe. Alors, on a la possibilité d'aller dans des lieux où il n'y a personne, mais par définition, ce n'est pas les lieux où il y a personne qui peuvent suffire aux besoins de ce que je vous ai présenté comme besoins quantitatifs généraux à l'échelle du tourisme dans le monde. Il faut bien qu'il y ait des lieux où il y ait beaucoup de monde, et en même temps, c'est ce qui intéresse la majorité des touristes. C'est-à-dire, c'est une vie sociale, c'est le fait de rencontrer les autres. Alors là aussi, il y a beaucoup d'illusions ou de mythes à propos des autres qu'on va rencontrer. Alors certes, on peut rencontrer, si on a de la chance et si on le souhaite vraiment, l'autochtone, mais le plus souvent, c'est les autres touristes qu'on va rencontrer. Si vous allez à Benidorm, statistiquement, vous n'avez strictement aucune chance de trouver un habitant du coin. Il n'y en a presque plus, ils sont partis, en plus ils sont dans des bureaux un peu plus loin, la main-d'œuvre est étrangère, comme les autres touristes, donc les touristes rencontrent des autres touristes, et cette vie de société qui se crée, il y a une vraie convivialité dans les lieux touristiques, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe en ville, mais dans un temps différent et dans un espace différent. Et en matière de... Alors, cette critique-là, elle a été aussi reprise, valorisée par des guides qui ont fait leur fortune commerciale, Lonely Planet, le guide du routard, qui vous vendent de la distinction, mais qui nous vendent la distinction à des gens qui sont très nombreux et qui vont, par conséquent, se retrouver les mêmes sous la critique de ceux qui produisent ces guides. Alors sur Benidorm, capitale des beaufs qui se précipitent du petit déjeuner buffet à la plage, s'enduisent d'un litre d'huile solaire, se pavanent sur la promenade couverte de coups de soleil, etc. La capitale du mauvais goût, de l'inauthenticité, du surfait, en scène clignotant des restos en forme de paella. Enfin bon, voilà, c'est le mépris de ceux qui font fortune avec le tourisme de masse et qui se payent en plus le luxe de les critiquer. C'est ça le système dans lequel on est. Alors, je ne dis pas qu'on puisse penser ce genre de choses, mais ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que derrière la critique du tourisme de masse, il y a une critique implicite ou explicite du tourisme des classes populaires. Parce que c'est quand même ça aussi qui se joue, c'est le mépris vis-à-vis de ceux qui sont la clientèle du guide de routard ou ceux qui sont finalement le gros de la troupe qui vont aller sur les littoraux, dans des plages, parce que ce sont des lieux qui se prêtent à cette convivialité et à la cohabitation de populations différentes, y compris de générations différentes. Et en matière d'analyse de mépris, je préfère de beaucoup l'analyse de Jean-Didier Urbain dans l'Idiot du voyage, qui dit quelque chose d'extrêmement vrai. Le touriste apparaît comme le principal agent de diffusion du mépris antitouristique. Plus le touriste se voit en miroir de l'autre, plus il le déteste. Et c'est ce qui explique aussi l'idée selon laquelle le touriste, c'est toujours l'autre. Nous ne sommes pas des touristes, nous sommes des voyageurs, nous voyageons intelligents, etc. Enfin, c'est ce qu'on essaye de nous vendre et ce que certains finissent par croire. Alors, à partir de là, je me suis posé la question l'été dernier, quand j'ai vu se développer de manière très flagrante la diffusion du mot surtourisme. Et ayant ces derniers temps pas mal de relations avec des journalistes, j'ai été frappé du fait que, en particulier, l'un d'entre eux qui m'interviewait me parle du tourisme et puis il se reprend immédiatement, il me dit non, excusez-moi, du surtourisme. C'est-à-dire pour lui, maintenant, le surtourisme est devenu le mot qu'il faut employer pour parler du tourisme. C'est un synonyme. Donc voilà où on en est arrivé. Et donc je me suis posé la question de savoir pourquoi, brusquement, on parlait de surtourisme, surtout en France, en 2023, alors que les phénomènes de saturation de lieux touristiques ne datent pas d'hier. Je sais que, y compris dans ma jeunesse, qui est déjà fort ancienne, j'ai connu des embouteillages qui étaient encore plus importants que ce qu'on peut connaître aujourd'hui, etc. Donc ça ne date pas d'hier. Ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi on parle aujourd'hui brusquement de surtourisme. Et c'est ce qui m'a valu de faire une analyse qui a été publiée en septembre dernier à la Fondation Jean Jaurès sur la surmédiatisation du surtourisme. Et j'avais commencé en particulier à étudier la fréquence d'apparition du mot surtourisme dans le journal Le Monde, et on voit que c'est à partir de 2018 que le mot commence à être employé, et puis il grimpe vers des sommets, et encore je n'ai pas eu les statistiques de 2023, lorsque j'ai rédigé cette note. Donc on voit qu'il y a une grimpée en flèche de l'occurrence surtourisme dans les médias français, et dont rend compte aussi le journal Le Monde.
Alors, dans les médias, on trouve surtourisme partout, à toutes les sauces. Par exemple, là je prends le cas du Point, les 10 destinations à éviter en Europe cet été. Alors évidemment, là on nous montre Venise, puis au passage on nous dit que les paquebots de croisière ont été interdits dans la lagune, ce qui est complètement faux. On ne les a pas interdits, on les a empêchés simplement de passer juste devant le palais des Doges. Donc c'est cette hypocrisie particulière, c'est cacher ce sein que je ne saurais voir, cacher ce navire de croisière que je ne saurais voir, mais en revanche, il faut toujours qu'ils viennent, puisque là, les croisiéristes, ça rapporte de l'argent. Et dans le Point, en numéro 5, il y a Reykjavik, et donc comme destination de surtourisme à éviter. Et pour illustrer ce surtourisme, vous voyez cette photographie qui peut laisser rêveur, parce qu'il n'y a strictement aucune présence humaine. Et je trouve que l'Islande est un cas intéressant, parce que la presse en a beaucoup parlé comme surtourisme, alors que s'il y a vraiment un endroit où il n'y a pas de surtourisme, j'y suis allé suffisamment fréquemment avant et après le boom touristique pour trouver que bon, c'est difficile d'abord de rencontrer des gens en Islande. On rencontre beaucoup plus de moutons, et quand on rencontre des gens, de temps en temps ce sont des touristes et très peu des Islandais. Alors c'est vrai qu'il y a eu un boom touristique véritable à partir de 2010 en Islande, qui était une destination touristique confidentielle avant, mais ça permet de faire une différence que les médias n'ont pas encore tout à fait assimilée entre plus et trop. Alors qui est plus, c'est tout à fait évident. Que ça soit trop, ça se discute, parce que je veux bien qu'on dise qu'il y a trop, mais à partir du moment où on peut montrer sur la base de quels critères on considère qu'il y a trop, et que ça n'est pas uniquement la subjectivité de la personne qui écrit l'article. Or, pour illustrer le tourisme en Islande, mais ça vaut pour beaucoup d'autres lieux touristiques aujourd'hui, la rencontre avec l'Islandais, c'est souvent ça. C'est-à-dire que vous avez réservé quelque part, vous avez un code qui vous permet d'ouvrir une boîte où vous allez trouver la clé, et quand vous entrez dans votre logement, et quand vous avez terminé, vous remettez la clé dans la boîte, et vous n'avez pas rencontré qui que ce soit. C'est ça aussi la réalité du tourisme en Islande, hein. Donc en matière de surtourisme, il y a mieux. Alors, je vais donc dire quelques mots aussi de Venise, qui est un lieu qui m'est cher. Et là, on est très fort du côté de la municipalité vénitienne dans la communication, pour abuser les médias qui n'y voient que du feu. Alors, vous voyez ici un portique qui a été installé et qui était destiné à réguler les flux au moment où il y avait trop de touristes, pour montrer que la municipalité, face aux critiques qui étaient adressées, en particulier de l'UNESCO, puisqu'il était question de déclarer Venise ville en péril, en patrimoine en péril plutôt, eh bien, la réaction des autorités vénitiennes a été de mettre en place ce portique. Et alors, après, ça a été très photographié, médiatisé dans le monde entier, mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il a été démonté 2 jours plus tard et qu'on ne l'a jamais plus revu. C'était uniquement de la com. Et ça a très très bien marché. C'est-à-dire qu'on a accrédité l'idée qu'on voulait réguler les flux, alors que les autorités vénitiennes n'ont strictement aucune intention de réguler les flux, parce qu'elles y trouvent leur profit. Et ce sont les Vénitiens eux-mêmes qui transforment leurs appartements en logements touristiques temporaires, quitte à empêcher leurs propres enfants d'arriver à se loger dans la ville touristique proprement dite, c'est-à-dire l'archipel historique. La plupart des Vénitiens aujourd'hui, comme le maire, habitant sur la terre ferme, ils n'habitent plus dans Venise. C'est ça la réalité de Venise, mais vous voyez l'écart qu'il y a entre la réalité et ce que nous en montrent les médias. Alors, j'avais signalé qu'en 2018, il y avait une augmentation du nombre des occurrences du mot surtourisme, et donc j'ai voulu chercher pourquoi, et j'ai trouvé, pour une fois qu'en matière de recherche on trouve, il faut le dire, j'ai trouvé en ce sens qu'il y a une plateforme qui s'appelle Skift, qui est une plateforme américaine, qui est la première plateforme de diffusion d'informations sur le tourisme et les voyages dans le monde, qui est une plateforme Internet, dont le directeur s'est vanté, vous voyez, d'avoir inventé le mot « over-tourism » en 2018. Et cette vérité-là a été reprise partout, y compris dans les articles universitaires. Mais en cherchant un peu plus loin, j'ai trouvé des articles dits scientifiques qui, déjà en 2008, parlaient d'over-tourism. Simplement, ils étaient lus par personne. Et quand le directeur de Skift a commencé à parler d'over-tourism,
vu la force de frappe que représente cette plateforme, ça a été repris, diffusé dans le monde entier, traduit en français, etc. Donc, il s'est approprié quelque chose qui ne lui appartenait pas, mais là où on peut lui prêter crédit, c'est c'est lui qui a diffusé, qui a fait le succès du mot. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est de savoir pourquoi des intérêts touristiques marchands eh bien, ont choisi de mettre en avant ce mot, et plus particulièrement pourquoi, dans la foulée, voyant que ça prenait, Skift s'est empressé de déposer la marque, qui appartient, Overtourism appartient à Skift. Donc on voit bien là qu'il y a des intérêts derrière, et que les intérêts en question, il n'est pas très compliqué de les trouver. Eh bien, c'est pour ceux qui vendent des voyages hors des sentiers battus, c'est de vendre ces voyages. Ça permet là aussi de vendre de la distinction à tous ceux qui en ont le temps et les moyens, d'aller là où ne va pas le gros de la troupe. Et voilà le lien qui existe entre la plateforme, le surtourisme et ces voyages coûteux à l'autre bout de la Terre qui ne font que gaspiller de l'énergie fossile et émettre beaucoup de gaz à effet de serre. Alors, voilà une carte qui me ravit. Où partir pour éviter les touristes? Voilà les conseils qu'on peut vous donner. Alors, vous voyez qu'il faut avoir la haine du touriste chevillée au corps pour pouvoir aller dans les endroits où on vous conseille d'aller, parce que personnellement, je ne conseillerais pas d'aller faire du tourisme dans la Corne de l'Afrique, au Mali ou au Tchad à l'heure actuelle. Ça ne me paraît pas la meilleure destination possible du point de vue touristique, j'entends bien. Mais voilà le contexte de communication à propos de ce surtourisme. Alors là aussi, c'est le résultat de mes relations avec les médias, puisque j'ai remarqué que les journalistes aimaient beaucoup la production des images de Natacha de Mailleux, qui est une jeune photographe belge qui a eu l'idée de faire des photographies en time-lapse, c'est-à-dire qui a posé son appareil photo et qui prend le même site à plusieurs reprises en quelques heures et qui ensuite fait un montage de façon à ce que en une seule photo, on ait une vision de la manière dont ce site s'est rempli au cours de la journée ou de la demi-journée. Alors, c'est d'ailleurs une vision tout à fait intéressante. Alors, elle fait ça pour les Gorges du Verdon, dans beaucoup d'autres sites. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour un certain nombre de médias, c'est ça qui donne une vraie idée du tourisme aujourd'hui, alors que c'est quand même une image trafiquée. Elle est intéressante, mais voilà, bon, on peut appeler ça de la réalité augmentée. Et alors, elle a fait ça pour le lac Blanc, au-dessus de Chamonix. Alors là, effectivement, c'est impressionnant. C'est une situation qu'on ne verra probablement jamais, enfin, ou tout qu'on n'a pas vue jusqu'à présent, du moins, je me réserve de l'avenir, mais sur le lac Blanc. Donc, effectivement, ça montre que le lac Blanc est maintenant très, très fréquenté, il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis, elle expliquait dans la vidéo qui venait après ce qu'elle avait voulu faire, à propos notamment du lac Blanc, qui est un commentaire qui me laisse rêveur, je dois dire, c'était de montrer une espèce de tourisme de masse, mais qui est invisible. Je ne commenterai pas davantage. Alors, voilà pour le contexte général. Alors, venons-en maintenant aux littoraux et aux montagnes, en tant que territoire fondateur du tourisme, et puis pour le littoral touristique français, la genèse du premier espace touristique français, puisque, effectivement, le littoral, c'est la première destination de vacances des Français. Ça représente plus de 30% des nuitées touristiques en moyenne en 2015 et 40% en été. Donc c'est de loin la première destination touristique en été. Plus de 80% des nuitées étrangères également. Voilà. Alors vous avez d'autres statistiques, mais on a 40% de l'offre nationale d'hébergement touristique dans les communes du littoral. Donc on voit que ça pèse énormément dans le fonctionnement du tourisme en France aujourd'hui. Alors, comment en étant arrivé là? Je vais dire quelques mots de l'invention du tourisme. Et en particulier, il m'est revenu un article que j'avais commis en 2000 sur les scènes de plage dans la peinture hollandaise, parce que j'avais lu à l'époque l'ouvrage, le très bel ouvrage d'Alain Corbin sur l'invention, enfin le territoire du vide, l'Occident et le désir de rivage. Très, très bel ouvrage, dans lequel Alain Corbin montrait que c'est au XVIIIe siècle
que la société européenne voit surgir ce désir de rivage. Mais il se trouve que, ayant travaillé moi-même sur un corpus de tableaux du XVIIe siècle, j'ai pu avancer d'un siècle cette entrée de la plage dans l'espace des citadins, puisque la peinture hollandaise du XVIIe siècle a vu surgir une nouvelle catégorie de paysages qu'on appelle les scènes de plage. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, parce qu'il y a énormément de tableaux de scènes de plage au XVIIe siècle qui sont datés. Donc, ce qui est tout à fait intéressant pour pouvoir repérer des pratiques nouvelles. Dans ce tableau d'Adam Villads en 1627, on voit les deux éléments qui font l'activité et la fortune de ces littoraux, les navires, les gros navires de commerce qui reviennent de loin, des Indes notamment, et qui rapportent des cargaisons qui font la richesse des Provinces-Unies, et puis l'activité de la pêche. 1653, dans ce tableau de Bergstraten, qui est aussi présente le lieu le plus représenté par les peintres de l'époque, Egmond Danzé, 1653, on a toujours une population laborieuse de pêcheurs, en particulier sur la plage. Et dans ce tableau de Van Ruysdael, de Jacob Van Ruysdael, vers 1670, ce qui est intéressant, toujours avec Egmond Danzé, c'est de voir que le peintre a choisi de représenter une autre catégorie de population. On peut le voir ici en agrandissement. Ce sont les oisifs et les habitants de la ville d'à côté, de La Haye en particulier, qui sont venus passer la journée. Ce sont des citadins. Là, on n'a plus du tout affaire aux pêcheurs. Ça ne veut pas dire que les pêcheurs n'existent plus. Le peintre a choisi de représenter cette bonne société urbaine, cette riche société urbaine. Mais alors, des tableaux comme ça, il y en a beaucoup aussi, ce qui montre qu'il y a eu un basculement à partir des années 1660, 1670, dans les Provinces-Unies, qui montre très nettement une appropriation de la plage par les citadins. Et d'ailleurs, entre la plage et la ville, il y avait déjà des promenades aménagées avec des bancs. Donc il y avait des pratiques de loisirs qui se montraient que la société urbaine des Provinces-Unies commençait à avoir d'un autre œil les plages et commençait à l'intégrer dans son espace de loisirs. Donc c'est le début d'un prélude à l'invention du tourisme proprement parlé. Alors l'invention du tourisme, là je vais aller rapidement, d'autant plus que nous avons ici un historien qui en sait beaucoup plus que moi sur la question, mais je fais allusion au Grand Tour qui a été l'expérience fondatrice des pratiques touristiques et de l'invention des lieux touristiques. Alors le Grand Tour est plus ancien puisque ça a commencé même avant le 16e, disons au XVIe siècle pour simplifier. Au XVIIe, là c'est une représentation à partir d'une carte à partir du XVIIIe siècle où on voit que le Grand Tour s'est codifié. C'est-à-dire ce sont des itinéraires pour aller depuis le sud de l'Angleterre, surtout des Londoniens, mais pas seulement, vers la région de naissance de la civilisation européenne, c'est-à-dire vers Rome en particulier, vers Naples, si possible, quand cela était possible, vers la Grande Grèce et la Grèce. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce parcours qui était emprunté par des jeunes aristocrates qui allaient parfaire leur éducation dans un voyage initiatique. Ce parcours-là était très rapidement codifié avec des guides, avec des étapes. Et c'est le long de cet itinéraire en boucle, puisqu'on partait de Londres, on revenait à Londres en passant par les Alpes et par le littoral méditerranéen, que se situent les premiers lieux qui sont devenus des lieux touristiques, les lieux d'invention du tourisme. C'est-à-dire que quand on était à Genève, eh bien, on voit depuis Genève par beau temps le Mont Blanc. C'est d'ailleurs comme ça que Horace Belligue de Saussure a eu l'idée de s'intéresser au Mont Blanc, de vouloir y travailler, d'offrir une récompense pour le premier qui pourrait gravir le Mont Blanc. Donc ça permettait à ces Anglais qui descendaient vers le sud d'être intéressés par la possibilité de faire un détour par ces paysages absolument extraordinaires que personne ou très peu ne connaissait à l'époque. Vous avez ici, vers 1780, la représentation d'un montagnard avec le bâton ferré, qui était la seule manière de pouvoir marcher sur un glacier, qui commence à se diffuser dans les sociétés urbaines des villes du XVIIIe siècle. Et Chamonix devient un lieu touristique à peu près en même temps que certains lieux du littoral méditerranéen commencent à être investis aussi par les mêmes Anglais qui y font étape. C'est
tout à fait contemporain. Et là, la montagne et le littoral, c'est exactement la même histoire et le même processus de mise en tourisme. C'est sur le parcours du Grand Tour. Alors, 1786, c'est la première ascension victorieuse du Mont Blanc, et donc Chamonix est passé maîtresse dans l'art de célébrer sa propre histoire. Et donc on voit Jacques Balmat, le guide qui a, avec Paccard, vaincu le Mont Blanc, montrer à de Saussure le Mont Blanc et l'itinéraire. Alors je passe rapidement, mais ce sont des relations de voyage comme celle de Tobias Smollett, 1766, qui ont aussi beaucoup fait pour diffuser auprès des catégories urbaines dominantes l'idée qu'il y avait des choses intéressantes à voir en France et en Italie, et ce sont des ouvrages qui ont été très lus. Et puis, voilà, donc des représentations du milieu du XVIIIe siècle de ces jeunes aristocrates arrivés sur les ruines romaines. Alors, je vais très vite, puisque je laisserai M. Clairet en parler beaucoup plus savamment que moi, mais il y a quelques dates importantes dans l'histoire de mise en tourisme. Dieppe, 1824, lorsque la duchesse de Berry, la belle-fille de Charles X, prend son premier bain. Alors là, c'est une représentation un peu enjolivée qui a un siècle plus tard. Au son du canon, elle entre dans l'eau tenue par la main du maire de Dieppe. Bon, elle n'était pas tout à fait habillée comme ça, d'après les relations que j'en ai lues, mais enfin bon, peu importe. 1824, c'est une date importante parce que c'est l'une des dates qui est donnée comme le début de la baignade, parce que sur la Côte d'Azur, ou à peu près au même moment, enfin, qui ne s'appelait pas la Côte d'Azur, évidemment, encore à l'époque, sur la côte méditerranéenne, où arrivaient aussi, depuis déjà pas mal d'années, qu'on appelait touristes ou pas encore touristes, britanniques qui descendaient passer l'hiver ou quelques semaines en hiver sur le bord de la Méditerranée, on ne se baignait pas. C'était un tourisme d'hiver, de villégiature, où on avait des cieux bleus qui contrastaient avec ceux de Londres au même moment, mais on n'était pas immédiatement au bord de la mer, et la pratique de la baignade n'était pas encore développée, elle viendra en Méditerranée plus tard. Alors, quelques jalons pour en arriver à la situation actuelle. Là, ces affiches, c'est pas simplement parce qu'elles sont belles, c'est parce qu'elles vous permettent d'établir la relation forte entre les lieux touristiques, la mise en tourisme de ces lieux, et les chemins de fer. Bretagne et Normandie, chemin de fer de l'Ouest, c'est eux qui produisent l'affiche. Boulogne-sur-Mer, chemin de fer du Nord. Donc, et on pourrait multiplier comme ça les exemples. Alors, l'urbanisation, la même partout, sur le bord de ces littoraux, à Saint-Lunaire ou à Cabourg, ces grands hôtels, ces casinos. Puisque cette bonne société a besoin aussi de se distraire, c'est pas simplement la baignade, il y a une vie de société qui se développe, etc. Je n'y insiste pas. Pour en arriver à la situation contemporaine, alors là j'ai pris l'exemple de Cancun, pourquoi pas, mais Cancun, 1969, le début de Cancun, c'est tout à fait contemporain, à très peu d'années près de ce qui se passe en France. Le littoral languedocien est en cours de construction, et puis Cancun, c'est à peu près la même, en lits d'hôtel cette fois-ci uniquement, la même quantité, le même nombre de lits que Benidorm. C'est les mêmes ordres de grandeur. On est environ à 86 000 lits d'hôtel, adossés à une ville derrière qui a un peu plus de 900 000 habitants maintenant. Tout ça est contemporain. Et puis là aussi, j'insiste, la montagne, c'est contemporain aussi. Les stations de sport d'hiver, ici on est à La Plagne, la reprise de la construction de la station de La Plagne, c'est 1964. On a ici M2000 au premier plan, la Plagne centre au deuxième plan. Voilà, ce sont des stations des années 60 et terminées au cours des années 70 et 80. Tout ça est absolument contemporain, même processus, en gros, même clientèle, même marché. Et puis, même problème à gérer. Là, vous avez la station de Super d'Évoluy, puisque ces stations qui ont été créées à cette époque-là vieillissent plus ou moins bien. C'est le même problème pour les stations du Languedoc, pour la plupart d'entre elles. Au bout de 30 ans, 40 ans et plus, on a des logements qui deviennent obsolètes, qui sont progressivement retirés du marché. En montagne, c'est ce qu'on appelle des lits froids, lorsqu'ils ne sont plus commercialisés, lorsqu'ils sont devenus des passoires thermiques. Et on préfère, à l'heure actuelle, c'est malheureusement la politique de l'État, défiscaliser pour construire des nouveaux logements plutôt que de favoriser
la rénovation des logements en question, ce qui éviterait d'avoir à artificialiser davantage les sols. On est dans ces logiques que nous connaissons maintenant bien. Alors, troisième et dernier point, pour en arriver au cœur de la question qui vous intéresse directement, la relation entre tourisme et environnement sur le milieu littoral et la question de la gestion des flux dans un milieu qui est sous pression. Alors que le tourisme ait du mal à entrer dans la transition juste, c'est-à-dire, pour simplifier, la transition juste, c'est à la fois l'adaptation à la transition climatique et puis la démocratisation. En France, il y a à peu près 60% des Français qui partent en vacances. Dans un certain nombre de pays voisins, de pays nordiques en particulier, on est à 80%, ce qui veut dire qu'il y a une marge de progression qui n'est pas négligeable. Quant à la contribution du tourisme dans les émissions de gaz à effet de serre, en France, c'est 11%. À l'échelle mondiale, c'est à peu près 8%. Et quand on dit 11% pour la France, bon, l'essentiel, près de 70%, c'est la mobilité, ce sont les transports, évidemment. Et c'est là que le problème se pose, en particulier pour les transports en avion. Je n'ai pas le temps d'en dire plus, c'est juste quelques données de base. Et ça, c'est pour vous démoraliser un tout petit peu, ou au contraire vous donner beaucoup de tonus dans l'adoption de changements de pratique. Mais selon votre classe d'âge, vous arriverez à vous repérer pour savoir ce qui vous attend vraisemblablement dans les années à venir. Moi, j'ai la chance d'être dans une catégorie de plus 1,5 degré. C'est la seule chance que j'ai. Bon, donc... sur la relation entre tourisme et environnement, elle est à la fois tardive et ancienne. Alors, tardive et ancienne, j'en dis quelques mots. Et je me présente à ce moment-là pas simplement comme chercheur, mais aussi comme témoin, voire comme acteur, puisque en 1991, il y a eu un colloque de La Rochelle qui a été une première historique, puisque c'était la première fois que les deux ministères du tourisme et de l'environnement se parlaient et avaient une activité commune. Et il se trouve que j'ai fait partie du petit groupe de 3 personnes qui a rapproché les deux ministères qui n'avaient strictement aucun rapport. Les gens ne se connaissaient pas et ne se parlaient pas. C'est difficile à imaginer, mais en 1991 encore, il n'y avait pas de relation entre le tourisme et l'environnement. Et donc, c'est ce qui m'a valu d'être le conférencier, amené à faire la conférence inaugurale à ce colloque de 1991. Et 2 ans avant, j'étais allé à la première conférence mondiale sur tourisme et environnement aux Canaries, sous l'égide des Nations Unies. Et en 1995, deuxième conférence mondiale qui a accouché de la charte du tourisme durable aux Canaries toujours, à Lanzarote. Et donc, c'est une charte qui est pleine de bons principes, mais ce qui est intéressant, pour comprendre la difficulté qu'a le tourisme à entrer dans la durabilité, si cela est véritablement possible, c'est que ça fait bientôt 30 ans et qu'on en parle toujours, comme un objectif. Voilà, c'est le problème qui se pose. Alors, Lanzarote, qui a été le lieu où s'est déroulée cette conférence, a été un lieu qui était parti pour être, comme le dit cet article, une destination phare du tourisme durable. Mais quand on regarde ce qui se passe à l'heure actuelle, ça se présente beaucoup moins bien, puisque ça, c'est un article de l'an dernier, où on nous dit que c'est à Lanzarote qu'en Espagne, on a le plus d'hôtels illégaux et le plus d'élus locaux en prison. Donc on voit qu'il y a eu des évolutions difficiles et problématiques par rapport aux principes de base qui avaient été élaborés sur le lieu même. Alors, pour en arriver enfin au cas français, la pression du marché ne faiblit pas. Ça, c'est le résultat d'une enquête de la Fédération nationale de l'immobilier qui est sortie là, cette semaine et qui montre que, contrairement à toute attente, les lieux des communes littorales qui sont soumis aussi bien à érosion qu'à risque de submersion continuent à avoir des prix de l'immobilier qui sont supérieurs à la moyenne nationale. Alors c'est un peu moins que ceux qui ne sont pas exposés à ce type de risque, mais c'est quand même nettement mieux que la moyenne nationale qui est sur le déclin. Là, ça continue, les prix continuent à augmenter. Et vous voyez ici à Criel-sur-Mer, en Seine-Maritime, à quel point, lorsque la falaise recule, l'habitat, évidemment, est menacé. Alors, j'ai parlé de nécessité de lieux pour accueillir le plus grand nombre, ce qu'on appelle les stations touristiques, je vais très vite, mais le littoral languedocien, c'est, vous le voyez, environ des stations qui sont autour de 80 000 lits, et ce qui est en bleu, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des lits qui ne sont pas commercialisés, et que dans la plupart d'entre elles, sauf à Argelès, ils sont majoritaires. C'est un des grands problèmes, des grandes capacités d'accueil avec des commercialisations qui sont faibles, parce qu'on est soit hors marché complètement, soit tout simplement dans de l'hébergement non marchand, qui est en France
Ces statistiques-là le rappellent, la catégorie dominante, hein, c'est dans l'accueil des Français en vacances. Alors je passe là-dessus. L'intérêt du plan d'aménagement du Languedoc-Roussillon, c'était d'avoir des grandes concentrations urbaines entre lesquelles on avait de l'espace protégé. Alors ça a été plus ou moins respecté, avec beaucoup de dérogations. Autour de la Grande Motte, où j'étais il y a peu, j'étais intéressé de voir à quel point là ça avait été respecté. On a un plan d'occupation des sols avec des zones de protection spéciales qui est respecté. Et quand on voit des photographies de la Grande Motte, on voit que certes l'urbanisation est importante, mais qu'on a conservé une grande partie de la végétation et même qu'on l'a développée autour de ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de lieux touristiques. Alors, le problème des fortes variations de ces unités de population se pose partout dans les lieux touristiques. Et ce que fait l'État aujourd'hui, parce que lorsqu'on a affaire à des augmentations de population, par exemple à La Baule, on passe de 17 000 habitants permanents au recensement à 180 000 en pointe. Et donc il y a toute une série de besoins de traitement des déchets, des eaux sales, de traitement de services, de besoins hospitaliers, de besoins de police, de gestion, etc. Et ce qui fait que l'État y répond au bout d'un certain temps en classant les villes dans des catégories supérieures, ce qu'on appelle le surclassement démographique lié à l'économie présentielle. Et par exemple, une ville comme La Baule de 17 000 habitants est maintenant, depuis l'été dernier, dans la catégorie 80 à 150 000 habitants, parce qu'il faut ce type de surclassement pour avoir une aide supérieure de l'État pour gérer des quantités de ce type. Alors, pour la gestion des grands sites, la politique, la doctrine de l'État depuis les années 90 maintenant, et du Conservatoire du littoral, ça consiste à éloigner les parkings des lieux à visiter. Alors c'est ce qui a été fait à la pointe du Raz. On a éloigné de plus d'1 kilomètre le parking dans une opération grand site en 1991. Et c'est la même situation à une échelle différente avec le Mont-Saint-Michel. Vous avez ici le Mont-Saint-Michel avant les grands travaux qui sont des travaux du XXIe siècle, où il y avait cette digue qui empêchait le passage de l'eau et qui en même temps faisait que quand on arrivait au Mont-Saint-Michel, on était dans un parking. Et aujourd'hui, la digue en question a été arasée. On a une passerelle qui passe au-dessus de l'eau et le parking, parce qu'il faut du parking pour accueillir tout ce monde-là. Le parking, il est à au moins 2,5 km du Mont-Saint-Michel. Donc c'est ça la politique de gestion des grands sites aujourd'hui, parce qu'il y a des grands nombres à gérer, on éloigne les parkings. Et pour terminer, les questions de surfréquentation, Sugiton est le cas le plus connu. À Sugiton, on a essayé, puisque c'est dans le parc national, et donc les instances du parc national ont été tentées de faire dans ce qu'on appelle le démarketing, c'est-à-dire de communiquer sur l'excès du nombre pour faire en sorte que les gens décourager les visiteurs. Mais en cela, les gestionnaires du parc national n'avaient pas très bien compris ce qu'était que la logique touristique, c'est-à-dire plus on parle des choses, y compris pour décourager les gens, et plus ça fait venir de gens. Donc ça n'a pas marché pendant un été, et finalement, on a montré des sacs d'ordures, etc., mais ça ne suffisait pas, ça en a éloigné une minorité, mais ça n'a pas découragé le gros de la troupe. Et donc, depuis l'été dernier, en période de pointe, on en est arrivé à, c'est gratuit d'ailleurs, à ce slogan « Réserver, c'est préserver », ce qui me servira d'ailleurs de conclusion parce que j'ai passé le temps. Merci beaucoup.